Juste avant la pause, on a abordé un certain nombre de points, notamment sur la manière dont les matériaux composites allaient se comporter dans le temps et comment est-ce qu'on allait pouvoir définir les propriétés donc, de ces structures. Oui. Je vous ai projeté tout à l'heure une image en vous disant qu'on allait y revenir, notamment parce que je vous ai expliqué donc en long, en large et en travers comment se comportait le composite avec des fibres qui allaient casser, un transfert de charge qui allait s'opérer vers la matrice grâce à l'interface, et que ces ruptures allaient être confinées donc et réparties de manière aléatoire jusqu'au moment où elles allaient s'accumuler et conduire à la ruine finale de la structure. Oui. Je veux dire que, on m'avait dit que la charge qui est sur les fibres, elle venait diffuser également sur la matrice. Oui. Et du coup, on ne retrouve pas que c'est une matrice, comme une matrice. Moi, je résume matrice, le plus, c'est la matrice, elle va surtout jouer en cisaillement. C'est-à-dire que c'est la fibre qui prend l'effort, et l'effort est transité par la matrice en cisaillement. Mais la matrice, en fait, elle ne va pas avoir beaucoup d'efforts, parce qu'il y a peu de matrice, finalement, dans le matériau, il y a beaucoup de fibres, et donc elle va se cisailler et transférer rapidement la charge à une fibre à côté. Dans la description, c'est que la matrice est un confort des fibres. Alors, dans ce sens-là, ça paraît comme ça. Non, la matrice, c'est pas un renfort des fibres, mais elle va confiner, effectivement, dans son rôle, elle va confiner les ruptures, mais elle ne va pas renforcer. Dans le contexte où je le présente, elle vient confiner les défauts, donc elle vient, effectivement, son rôle est important. Hein, sans matrice, encore une fois, on n'a pas de matériau composite. Eh ben, les deux sont importants, hein, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait deux acteurs principaux. Quand on parle d'acteurs principaux, ils ont des rôles qui sont, je vais dire, équivalents en termes d'importance. Ils ont des rôles, par contre, différents. Et par contre, l'interface, l'interface va jouer le rôle de facilitateur pour transférer la charge d'un élément à l'autre, effectivement. Alors, l'image que je vous présente maintenant, c'est une image obtenue sur un composite naturel. C'est dans une algue qu'on appelle la zoster marine. C'est une algue qui est très abondante dans la mer du Nord. Et cette image a été prise par des collègues de l'Ifremer, qui travaillent sur les fibres également, et qui visait là à évaluer en fait les performances des fibres dans les zosters marines. Alors cette image, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que elle contredit complètement ce que je viens de vous raconter. Et on va pouvoir, grâce à ça, ajouter des éléments à l'explication que je vous ai donnée pour que tout puisse à nouveau se stabiliser et qu'on comprenne bien comment ça se passe. Oui. Sur l'image, exactement. On voit que c'est la matrice qui casse et que les fibres derrière sont là pour retenir la matrice qui est en train de casser. Et donc, les renforts, ici, vont apporter en fait un pontage sur une fissure qui se propage dans la matrice. On est sur un composite à matrice organique. C'est une algue. On est sur de l'organique partout, que ce soit les fibres ou le polymère, enfin, ou la matrice ici, on est sur de l'organique. Et pour autant, le comportement que je vous montre ici n'est en rien similaire à celui que je viens de vous décrire. Moi, je viens de vous décrire un comportement où les fibres cassent et la matrice vient confiner les défauts, et là, on a l'inverse qui se passe. Donc, il y a un élément que je ne vous ai pas donné dans mon explication et qui est pourtant essentiel. Oui? Non, ce n'est pas la direction de la sollicitation. Mais ça pourrait expliquer certaines choses, mais là, ce n'est pas la direction de la sollicitation. Oui? Alors, elles sont continues, elles sont assez longues. Dans les matériaux que je vous ai décrits aussi. Pour faire un réservoir, on utilise des fibres continues aussi.
Oui. C'est l'adhérence de la matrice et la matrice. Pas de problème. Non, non plus. On utilise des fibres dans la matrice. Pardon, j'ai pas entendu. On utilise des fibres dans la matrice, c'est pour les résistances IRM ou pour l'illumination, par exemple. Ah, effectivement, pour la propriété visée. Est-ce que les propriétés visées sont différentes? Non, c'est pas ça non plus. Oui? Peut-être que la matrice va se casser par ça reste Ah, mais là, on sent quelque chose, on sent une piste à creuser là. Alors, je vais vous donner un élément de réponse supplémentaire parce qu'on est dans la bonne direction. Et puis, on poursuit. L'élément de réponse supplémentaire, c'est que ce que vous voyez comme image ici, c'est similaire à ce qu'on obtiendrait si on sollicite un composite à matrice céramique. On aurait le même fonctionnement et on verrait des fissures se propager et des fibres qui poncent les fissures. Comment? La matrice est super fragile. La matrice est fragile. Ouais. Elle était trop rigide pour les fibres. Alors, il faut creuser cette idée parce que là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Oui. Il y a des mécanismes de la résistance. Et du coup, on a peut-être un élément qui est différent entre les deux, mais trop important. Du coup, on voit la séparation de la fibre et la matrice. Ce n'est pas le RM qui va être important, mais le epsilon à rupture, l'allongement à rupture. Dans ce cas-là, si je compare l'allongement à rupture de la matrice et des fibres, j'ai un allongement à rupture de la matrice qui est très petit par rapport à l'allongement à rupture des fibres. Donc le premier élément qui casse, c'est la matrice, puisque son allongement à rupture est plus petit. Donc on imagine un matériau, je viens le solliciter, donc j'impose un déplacement, donc un allongement. Si l'allongement à rupture de la matrice est plus faible que celui de la matrice, c'est la matrice des fibres, c'est la matrice qui casse, et on a une fissure qui se propage, et des fibres qui vont tenir plus longtemps et qui vont tenter de ponter la fissure. Si maintenant je fais l'inverse, je dis que ma matrice a un allongement à rupture bien plus grand que celui des fibres, quand je sollicite ma matière, j'ai les fibres qui vont casser, et la matrice, elle, qui est plus ductile, qui va pouvoir s'allonger davantage, va résister jusqu'au moment où, effectivement, elle va plus pouvoir et elle va casser à son tour. Donc, dans l'hypothèse qu'il faut avoir, quand je vous ai décrit les mécanismes, les fonctionnements, c'est derrière expliquer qu'on a deux situations. La situation où l'allongement à rupture de la matrice est plus grand que celui des fibres, et la situation inverse, où la matrice va avoir un allongement à rupture plus petit que les fibres. Ça, c'est essentiel d'avoir ça en tête pour expliquer comment ça se passe. Si on prend le cas du réservoir, vous avez des fibres de carbone ou des fibres de verre utilisées avec une matrice polymère. Ben, si je tire sur des fibres de carbone ou des fibres de verre, c'est élastique fragile. Donc l'allongement à rupture est faible. Vous avez une très grande raideur. C'est très raide, mais c'est un allongement à rupture faible. Par contre, le polymère qu'on utilise autour, que ce soit un thermoplastique, polypro, polyamide, ou que ce soit une matrice thermodurcissable comme de l'époxy, vous avez une très grande ductilité. Vous avez un allongement à rupture qui est très grand. Et donc, dans le cas du réservoir ou de structures qu'on utilise pour les avions, les voitures ou tout autre composite de cette nature, ben, vous êtes toujours dans la situation où les fibres vont casser les premières parce qu'elles ont un allongement à rupture très petit et la matrice va pouvoir faire transiter la charge du fait de sa ductilité. Dans le cas des composites à matrice céramique, la céramique va être raide mais fragile et donc va casser rapidement, alors que les fibres qui sont utilisées pour renforcer cette céramique vont être beaucoup plus ductiles. Et donc on va être capable, sur un composite à matrice céramique, de renforcer la céramique, en quelque sorte, de bloquer la propagation de la fissure simplement en ayant des fibres plus ductiles, qui vont avoir un allongement à rupture plus grand. Donc ça, je pense que vous avez maintenant en tête ces deux mécanismes différents. Et la question que je vous pose maintenant, c'est, je vous ai présenté dans un cas les composites à matrice organique en vous disant ça se comporte avec des ruptures de fibres et de la matrice qui les confine et une ductilité très grande de la matrice. Et un autre cas, je vous ai dit, les céramiques, où on a une fissuration qui va être pontée par des fibres. Et là, l'image que je vous présente, ce n'est pas une céramique, c'est une algue, une zoster marine. Donc on a de la matière organique.
Pour autant, on n'a pas le comportement que je vous ai décrit avec un composite à matrice organique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence? Oui? Alors, pas tellement la TG du polymère, mais comment est-ce qu'on a fait pour obtenir une image comme ça? C'est une image qui est obtenue comment, là? Au MEB. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir une image au MEB? Est-ce que je prends l'algue qui vient de la mer, je la mets dans la chambre, je ferme et je fais le vide et j'observe? Et non, il faut la sécher. Enfin, aujourd'hui, il y a des MEB environnementaux qui peuvent travailler avec une humidité un peu plus grande, mais enfin, on ne peut quand même pas travailler avec une algue qui vient directement de la mer. Hein. Ça s'est asséché exactement. Donc en fait, la matière qui est là, c'est pas la matière telle qu'on l'aurait au fond de la mer. C'est-à-dire que la matrice et les fibres sont de la matière organique, mais effectivement, quand on la sèche, elle ne se comporte pas du tout de la même manière. Il est fort probable que sous la mer, ça ne se comporte pas comme ça. Que le fait d'avoir de l'eau, que la plante contienne de l'eau, fasse que la matrice soit beaucoup plus ductile et qu'au final, on ait à peu près le même fonctionnement que celui que je vous ai décrit tout à l'heure. Si on a cette image, c'est parce qu'on a été obligé, pour l'observer, d'assécher en quelque sorte l'algue, et donc on a modifié ses caractéristiques, ses propriétés. Et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette image, parce que d'une part, elle permet d'expliquer ces différentes situations, et je suis sûr que si dans une possibilité d'examen qui surviendra un jour, je vous remontre cette image, je suis sûr que vous sauriez m'expliquer qu'est-ce qui est derrière tout ça. Vous allez retenir grâce à cette image les mécanismes, mais derrière, cette image elle est aussi importante parce qu'elle vous montre que quand on observe des mécanismes sur des matériaux, il faut faire très attention dans les conditions dans lesquelles on met les matériaux pour les observer. Et ça, je pense que vous en êtes conscient, mais quand on fait des essais, les conditions de l'essai, les conditions environnementales de l'essai vont peut-être modifier la manière dont le matériau se comporte, et au final, ce qu'on observe, ce n'est pas ce qui se passerait dans la réalité, c'est des artefacts dus à la préparation, dus à la manière dont on vient solliciter les matériaux. Et ça, c'est très vrai quand on vient observer des fibres en microscopie électronique à balayage. Quand on observe des fibres en microscopie électronique à balayage, donc on est d'une part obligé de faire une métallisation sur certaines fibres. Alors sur des fibres de carbone, ce n'est pas nécessaire, mais sur des fibres polymères, il va falloir faire une métallisation. Parfois, sur des MEB dits environnementaux, on peut se permettre de ne pas avoir de métallisation et ça se passe plutôt pas si mal, mais bon, on a cette étape qui peut être nécessaire. Et puis après, on a notre faisceau d'électrons qui vient impacter notre polymère. Et les fibres, elles sont toutes petites. Et bien souvent, en fait, quand on observe la fibre, sur certaines fibres, on observe et puis en fait, on voit des défauts. Mais les défauts qu'on observe, ils sont juste dus au fait qu'on a notre faisceau d'électrons qui vient endommager. Donc en fait, on ne peut pas rester toujours sur la même zone. C'est assez compliqué. Il faut être certain que ce qu'on observe, c'est effectivement la nature elle-même du matériau, que ce ne soit pas juste un artefact du fait de l'observation qui vient modifier. Donc pour ça, on le voit assez facilement. Quand vous faites une observation à des échelles assez petites, quand vous vous éloignez avec le MEB, vous voyez la zone en fait, qui a été observée et qui est altérée par l'observation. Donc il faut avoir ça en tête et toujours relativiser les observations en se disant, bon, dans quelles conditions je les ai réalisées? Est-ce que je n'ai pas altéré mon matériau? Et de ce fait, je vais avoir des conclusions qui ne sont pas les bonnes. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette image. D'accord? Alors si on s'éloigne sur un matériau composite, alors là j'ai fait exprès de prendre une image qui est un peu caractéristique d'un composite qui comprendrait beaucoup de défauts. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce n'est pas si bien organisé que ce qu'on aurait dans un contexte idéal. On imagine bien un composite en disant j'ai toutes mes fibres bien alignées, elles sont bien réparties dans l'espace. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image de gauche ici? On voit que c'est un composite fait de fibres de carbone, ce sont les petits points blancs que vous voyez ici, et d'une matrice époxy. Je ne sais pas si c'est très visible pour vous, mais en fait, il y a en gros trois couleurs. Il y a les fibres, donc très claires, il y a la matrice, qu'on voit ici,
qui est dans un gris un peu moyen. Et puis, on a quelque chose de plus sombre ici, ici, ici. En fait, on a 3 zones. On a des fibres, de la matrice avec des zones ici où on a de la matrice, un filet de matrice sans fibre, et puis des porosités qui peuvent être, vous voyez, de très grande taille. Hein. On a des porosités ici de toute taille. On a des porosités moyennes. Si on zoomait encore, on verrait des porosités assez petites de la taille des fibres. Et puis, on a des très grosses porosités comme celle-ci. Alors, ici, sur cette image, qu'est-ce qu'on va aborder comme question clé? On va aborder le fait que quand on fabrique un matériau composite, on n'a pas un matériau idéal à la fin. On a un matériau qui va comporter des particularités liées à la manière dont on l'a transformé. Est-ce que c'est important d'avoir un matériau idéal? Ça va dépendre de l'application et puis surtout, ça va dépendre du prix qu'on veut bien mettre. C'est-à-dire que pour fabriquer un matériau composite, si je suis obligé de passer 5 heures pour fabriquer mon matériau alors que c'est des milliers de pièces que je dois produire, je vais avoir un petit souci. Soit il va falloir que j'achète plein d'équipements en parallèle pour fabriquer mes pièces, soit je ne vais pas être capable de les produire avec un seul équipement. Donc dans tous les cas, j'ai un problème de compromis entre la qualité finale et le coût que je veux bien mettre et les performances que je vise. Sur ce matériau, vous voyez, alors j'ai fait exprès de prendre cette image avec plein de trous, mais est-ce que c'est grave d'avoir des trous comme ça? Pas forcément. Ça va dépendre dans quel contexte on utilise ce matériau. Si ce matériau est utilisé pour fabriquer un satellite, oui, ça va peut-être poser des problèmes parce qu'on va avoir de forts gradients thermiques sur le satellite. Donc, chaque trou ici va être un concentrateur de contraintes. Enfin, on risque d'altérer un peu plus rapidement les performances du matériau. Par contre, si ce matériau il est juste destiné, alors je vais aller à l'opposé de manière assez directe, on peut imaginer des intermédiaires, à faire un capotage sur donc un coffre sur un système, le coffre, c'est pas très grave s'il y a des porosités de cette nature à l'intérieur. Donc, il faut toujours relativiser en quelque sorte ces défauts et puis se dire que il va falloir les prendre en compte lors de la conception comme étant de facto des éléments liés au procédé. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on évalue ici les propriétés de mon matériau en termes de proportion? On a vu que la proportion de fibres, que ce soit une proportion massique, une proportion volumique, va être importante pour les propriétés. Comment est-ce que je peux évaluer les proportions ici, ainsi que la quantité de porosité que j'ai à l'intérieur? Comment est-ce que vous feriez, vous? Sur l'image de gauche, comment est-ce qu'on fait pour évaluer les proportions des différentes phases? Les fibres, la matrice et les porosités. Oui? Alors, un traitement d'image. Comment est-ce qu'on procède avec un traitement d'image? Par couleur? Par dimension? J'ai un truc en tête. En fait, on trace des traits. On délimite une longueur, par exemple, sur 10 cm. On trace des traits et on compte le après on fait faire un ratio. Oui, alors ça c'est une méthode un peu intermédiaire qui pourrait... Oui, on pourrait avoir... Non, mais ça pourrait être une méthode intermédiaire. Oui? Alors, pour avoir ces dimensions, on est obligé, alors soit on fait à la main, c'est-à-dire qu'on a l'image, on a une échelle qu'on a calibrée, et à la main, on va tenter de mesurer en quelque sorte certaines dimensions. C'est très long. Là, l'idée, c'est de traiter par analyse d'image un certain nombre d'images pour aller plus vite. L'image de gauche, pour faire le travail d'analyse d'image, va nécessiter un certain nombre d'étapes, et je m'aperçois que vous n'êtes pas conscient de toutes les étapes effectivement qu'il faut mener avant d'atteindre cet objectif. La première chose, c'est quand vous voyez l'image ici, elle est en niveau dit RGB, donc rouge, vert, bleu. C'est-à-dire que vous avez 3 calques, du rouge, du vert et du bleu, qui vous permettent de former les couleurs que vous voyez apparaître sur cet écran. C'est pas l'image en couleur que l'on va traiter, c'est l'image en niveau de gris. Donc la première étape, ça va être de convertir cette image couleur en image niveau de gris.
Et on va récupérer une image qui va avoir donc des pixels qui vont être numérotés de 0 à 255 en fonction de l'intensité de noir ou de blanc qu'on va récupérer. Ça, c'est la première étape. La deuxième chose, c'est si je convertis cette image en niveau de gris, vous voyez peut-être apparaître qu'en fait, elle n'est pas uniforme en luminosité, cette image. Elle a été obtenue en microscopie optique. Et vous voyez qu'on a une zone assez claire sur le centre ici de l'image, et puis des zones plus foncées, en fait, sur le pourtour. Ben, si je prends mon image en niveau de gris et que j'applique un seuil, que je regarde quel est le nombre de pixels qui vont dépasser un certain niveau de gris ou en dessous d'un certain niveau de gris, en fait, comme le niveau de gris n'est pas homogène pour toutes les fibres ou toute la matrice, je vais être obligé de traiter zone par zone et ça ne va pas être évident. Donc la deuxième étape va consister à rendre homogène le niveau gris pour les différentes phases. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous voyez qu'en fait, si vous vous éloignez de cette image, alors beaucoup plus loin que le fond de l'amphi, il faudrait aller beaucoup plus loin par rapport à l'écran qui est projeté ici, vous verrez simplement, en fait, en regardant l'image, une zone plus claire au milieu et des zones plus foncées autour. Le programme va faire la même chose. On va moyenner l'image avec des zones de moyenne assez grandes, de telle façon qu'on va avoir une zone plus claire au centre et des zones plus foncées, et on va soustraire, en fait, ce qu'on appelle, c'est la soustraction du fond de l'image. Je vais soustraire à cette image un fond clair au milieu et foncé autour. En faisant ça, je vais être capable de récupérer une image niveau de gris uniformisée. Une fois que j'ai fait cette seconde étape où j'ai mon image niveau de gris uniformisée, on peut appliquer un seuil. Donc on va aller regarder quels sont les pixels qui vont être dans une plage donnée de niveau de gris qui vont correspondre soit de la matrice, soit à des fibres, soit à des porosités. Donc ça va se simplifier, on va pouvoir faire ce travail. La difficulté de l'application du seuil, c'est que c'est très sensible à la qualité de l'image. Et vous voyez que là, vous avez beaucoup de fibres. Et donc, les fibres, elles ne sont pas hyper bien définies. Si je zoomais, j'ai des pixels, mais je n'ai pas un seul niveau gris pour toutes les fibres. J'ai un gradient de niveau de gris. Et donc, ce seuil, en fonction de la position de votre seuil, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir avoir une fluctuation de fraction volumique. Donc, vous allez avoir une incertitude, en fait, sur cette fraction, enfin, volumique surfacique. Et vous allez avoir une incertitude sur cette fraction surfacique. Donc, s'il faut faire ici, il faut calibrer le seuil. Et pour calibrer le seuil, il faut avoir des images réalisées avec des grossissements beaucoup plus importants sur certaines zones types. Et on va calibrer en fait, le seuil par rapport à ces zones types. Donc, on imagine aller au MEB, prendre des zones types de cette nature, de cette taille. Au MEB, on analyse très très finement la fraction surfacique, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, pour la même zone, on calibre le seuil sur cette image-là de telle façon qu'on retrouve la valeur qu'on a obtenue au MEB. Une fois qu'on a calibré sur quelques zones types, on peut appliquer cette technique sur cette image et sur d'autres images pour moyenner la fraction surfacique des différentes phases. Donc on vient ainsi récupérer la fraction surfacique de fibre, la fraction surfacique de porosité et la fraction surfacique de matrice. Évidemment, la somme de ces fractions surfaciques doit faire 100%. À votre avis, quelle est la fraction volumique de fibre dans ce matériau? Je vais scinder la question. Je parle de fraction volumique maintenant. Comment je passe de ma fraction surfacique à ma fraction volumique? Donc, il y a simplement l'épaisseur, mais vu que toutes les fibres sont orientées dans la même direction, sont alignées, si j'ai ma fraction surfacique, en quelque sorte, j'ai ma fraction volumique. C'est la même chose. D'accord? Donc, on parle de fraction surfacique ou volumique. Ici, on a le même résultat. Donc, à votre avis, à combien je suis ici sur ce matériau? 50%. C'est-à-dire? Alors, justement, si je prends mon composite dans sa globalité, je suis effectivement autour de 50% peut-être. Mais si je regarde maintenant les choses plus finement et que je vais voir, par exemple, une zone qui se trouve juste ici, vous voyez que si je prends cette zone-là, je ne suis pas à 50% de fibre. Là, je vais être à des fractions plus importantes. Vous
Vous avez des idées de fractions qu'on pourrait obtenir? 70%. Sur des petites zones, on peut atteindre effectivement 70%. Alors, je vais vous faire un tout petit exercice pour me dire quelles sont les fractions volumiques ou surfaciques maximales que l'on peut trouver dans un matériau composite. Comment est-ce que vous allez faire cet exercice? On va faire quelques hypothèses pour pouvoir parvenir à faire ce calcul. On va faire l'hypothèse que toutes les fibres ont le même diamètre. Je vais vous simplifier la vie. D'accord? Et ensuite, vous allez, à partir de cette information, calculer quelle serait la compaction maximale, en quelque sorte, qu'on aurait si toutes les fibres se touchent. Vous allez commencer par une compaction de type carré. Vous allez imaginer que toutes les fibres sont organisées sous forme de blocs carrés. Et ensuite, on va aller sur la compaction maximale. Donc déjà, si toutes mes fibres sont organisées de manière carrée, quelle serait la fraction maximale qu'on pourrait obtenir? Oui. Est-ce que nos fibres sont totalement matrices? Dans l'hypothèse que l'on va faire, on va considérer qu'elles se touchent. Mais dans la réalité, il y a forcément un peu de matrice entre les fibres. Donc c'est vraiment une limite qu'il n'est pas souhaitable d'atteindre. C'est simplement pour que vous ayez en tête cette limite. Le calcul est assez simple à faire, donc on peut le faire pour avoir une idée. Comment? Des questions, non? Ça va? Est-ce qu'on va faire le calcul pour faire le diamètre? Dans le sens où si on a un gros diamètre, Ah non, le diamètre est indépendant du calcul. Là, vous prenez un diamètre ou un rayon D, peu importe en fait, parce que vous allez voir que quand vous allez vers la compaction, vous n'avez plus besoin du diamètre pour calculer le taux de compaction. Le taux de compaction, c'est sur un... Alors, je ne sais pas, il n'y a pas de craie ici. Oui. est-ce que ça il y a un calcul qui se rapproche de la cristallographie? Un peu, bien sûr, c'est un peu les mêmes techniques, sauf qu'en cristallo, vous voyez des choses en 3 dimensions, et vous pouvez le voir en 2D. Là, on le regarde qu'en 2D, et on imagine simplement des fibres qui viennent s'organiser en 2D. Donc, dessinez sur votre feuille un carré. Et sur chaque sommet du carré, vous mettez un quart de fibre. Un quart de fibre comme ça, et ici, un quart de fibre comme ça. Donc vous avez un carré, et sur chaque coin de votre carré, vous avez un quart de fibre. OK? Et le calcul à faire, c'est quelle est la surface de la fibre divisée par la surface du carré. La surface de la fibre, c'est quoi? Vous avez 4 quarts de fibre, donc vous avez une seule fibre. Si on part sur une fibre ronde, le max, c'est 50%. Non, c'est pas 50%. Si on part, oui, mais vous avez dit qu'on part d'une matrice carrée. Vous partez. Oui. Si on part d'une ronde, il y aura forcément 50-50 à chaque angle de notre matrice. Non. Si vous dessinez une zone carrée, enfin un carré, sur chaque point de votre carré, vous prenez un quart de fibre, ou que vous mettez au milieu de votre carré une seule fibre, mais qui vient toucher les bords de votre carré, vous n'avez pas 50% de fibre dans cette zone. Vous allez avoir plus. Donc c'est cette valeur que je souhaite que vous puissiez calculer. Donc derrière, c'est assez facile, puisque votre fibre va avoir comme diamètre la taille, en fait, le côté de votre carré. Le diamètre de votre fibre, c'est la largeur de votre carré. Et donc vous calculez la surface de votre fibre divisé par la surface du carré, et vous avez votre valeur. D'accord? Donc vous faites déjà ce petit calcul pour m'indiquer quelle valeur vous trouvez. Oui? Alors moi, je ne peux pas, j'ai pas regardé, mais s'il y a des questions, j'espère que vous suivez d'une manière ou d'une autre un chat ou quelque chose, parce que c'est pas évident pour moi. Il n'y a pas de questions. Donc s'il y a des questions, Mokhtar, il faut passer, il faut privilégier les téléphones ou les plus que le chat, ou les SMS, voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont calculé la valeur?
0,8, monsieur, c'est normal? Alors 0,8, ça ne doit pas tomber juste, hein. Pas de souci, d'accord. On n'est pas loin de 0,8, mais ça ne doit pas être 0,8. 0,77. 0,78. 0,78. Très bien. 0,78. Moi, j'étais presque, mais c'est les arrondis. Donc 78%, donc en gros 80% effectivement de fibres si vous choisissez un arrangement dicarré. D'accord? Je vous laisse quelques minutes pour ceux qui n'ont pas obtenu cette valeur pour voir si vous pouvez l'obtenir. Et ma question c'est, est-ce que cette valeur, c'est la compaction maximale? Non? Quelle serait la compaction maximale? Exactement. Donc je vous laisse les organiser de manière hexagonale et de me proposer la valeur qu'on aurait dans le cadre d'un arrangement hexagonal. Donc vous imaginez maintenant les fibres, elles sont plus superposées les unes sur les autres, mais en quinconce en quelque sorte. Vous avez deux fibres ici, et la troisième qui vient se mettre en quinconce, qui vient se loger en quinconce. Si on met des fibres carrées, évidemment ça change tout, mais moi j'en connais pas. Donc là c'est pour ça qu'on fait l'hypothèse de fibres circulaires de même diamètre. Donc je vous laisse les réfléchir. Alors, comment faire cet arrangement hexagonal? N'allez pas dessiner un hexagone complet, c'est un peu compliqué. L'hexagone, si vous avez joué au Trivial Poursuite, en fait, vous avez sur votre hexagone, vous pouvez avoir des triangles équilatéraux qui vont le constituer. Donc nous, on va se placer dans un triangle équilatéral. Sur ce triangle équilatéral, sur chaque sommet de votre triangle, vous mettez une portion de fibre, et ces portions de fibres vont à chaque fois avoir un rayon qui va faire la moitié de la base de votre triangle. D'accord? Donc vous mettez 3 sections de fibres sur ces 3 bases. Et à partir de là, c'est assez simple de déterminer quelle est la fraction surfacique de renfort. Là, on ne sera pas à plus de 100%, parce que de toute manière, si vous faites le dessin, vous verrez qu'il y a un trou au milieu de matrice. Vous avez votre triangle, et sur chaque sommet du triangle, vous mettez une portion de fibre. La fibre, elle se touche sur la base du triangle, ici, elle part, elle touche l'autre côté, et la fibre du haut, elle part d'ici, et elle vient toucher l'autre côté. Du coup, le cercle, il a fait tout à l'heure, on avait un quart de cercle partout. Ça représente quel pourcentage du cercle? À votre avis? Ça représente un demi-cercle, un demi-disque. Non, vous avez un demi-disque sur votre triangle. Je vais aller chercher une craie si je peux pour vous montrer. Un tiers de? On part du même principe, c'est-à-dire que le principe c'est de calculer la surface de la fibre divisée maintenant non plus par un carré mais par un triangle. Oui, mais tout à l'heure, pour ce carré, on avait un quart de chaque côté. Voilà. Ça faisait une fibre entière. Et là, si on passe au même principe en triangle, on a un tiers de chaque côté. Et puis, ça fait une fibre entière. Non, ça ne fait pas une fibre entière, ça fait une demi-fibre. Si vous faites la somme des 3 sections, ça vous fait qu'une demi-fibre. Je vais aller chercher une craie. Alors, je vais... Non. Alors, Mokhtar, j'essaie de montrer le tableau. Je ne sais pas si ça fonctionne. Avec la vidéo.
Donc on prend un triangle équilatéral. Il n'est pas vraiment équilatéral celui que j'ai dessiné, mais c'est le principe. On prend le milieu de chaque côté. C'est bon, il va? Ok. Et je viens tracer ici les portions de fibres. Si je fais la somme des 3 portions de fibres, j'ai une demi-fibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais être capable de reporter en fait mes sections ici. Donc j'ai 3 sections, ça me fait bien une demi-fibre. Donc la question maintenant, c'est de calculer la surface de cette demi-fibre. C'est assez facile, c'est la moitié ici de la base de votre triangle, et diviser cette section de demi-fibre par l'aire de votre triangle. Et si vous faites ça, vous devriez atteindre donc, la valeur de la compaction maximale sous ces hypothèses de fibres à isodiamètre. Donc je vous laisse faire le calcul assez rapidement pour m'indiquer ce que vous obtenez. Donc avec le carré, vous aviez 80% environ, 78%. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous seriez susceptible d'obtenir? Alors tout le monde se souvient comment on fait l'aire d'un triangle? Base fois hauteur divisé par 2. Ah. Alors, je vois certains qui ont complètement abandonné la partie, d'autres qui sont très motivés pour essayer de trouver le résultat. Oui. Pas 39%, parce qu'on a une valeur qui devrait être supérieure à 80% ici. On est avec une compaction qui va au-delà de ce qu'on a théoriquement dans le contexte du carré. C'est 88, bon. Alors, c'est un peu plus que ça. Il y a des virgules? Ah oui, il y a des virgules aussi. Ouais. Combien? 92. 92, c'est un peu trop. Mince. C'était au pif? Ouais, non. C'est les calculs depuis tout à l'heure, si je viens de rentrer la calculatrice. Désolé de voir ça. Il faut prendre un triangle équilatéral déjà. Oui, pour faire un hexagone, il faut prendre un triangle équilatéral. Moi, j'ai 0,90, monsieur. 90? Yes. Deal? Yes. Ah non. Mais c'est les arrondis, monsieur. Ah, d'accord. Et d'un ordre de grandeur, c'est ça, je pense. Oui. Non, c'est la surface de la demi-fibre divisée par la surface du triangle. On a une aire de 0,5 au carré. De 0,5 au carré? Si on prend 1 cm, Ouais. Eh bien, il faut faire la base multipliée par la hauteur divisée par 2. Donc, dans votre calcul, il faut calculer la hauteur. Alors, je vais vous laisser poursuivre ces calculs plus tard, cette nuit. La valeur que vous devez obtenir est très proche de 90%, c'est 90, quelque chose. Vous allez voir qu'à tête reposée, ça se passe très très bien. Et je vois certaines têtes qui vont être très reposées, d'ailleurs. Et donc, vous allez pouvoir avoir ces valeurs. Donc, le principe, c'est pas de vous entêter avec ces calculs. Si toutefois vous ne voyez pas du tout comment il faut faire, demain vous me posez la question. Hein. Le but, c'est pas de vous piéger avec ça, mais c'est de vous faire toucher du doigt que les compactions maximales atteignent des valeurs très importantes, près de 80% si on fait un arrangement carré, 90% si on fait un arrangement hexagonal, et que dans la réalité,
en fait, on peut avoir certaines zones du composite qui atteignent des valeurs également très très élevées. Rien que sur cette microstructure ici, très localement, ici, si on regarde précisément, on a des arrangements quasi hexagonaux. Donc on est entre 80 et 90% de fibres, très localement. Mais en moyenne, on va être autour de 50%. Parce qu'on a des trous, parce qu'on a des zones avec de la matrice, parce que, voilà. Donc, ici, il faut bien comprendre que le comportement, il va être à la fois local, très élevé, parce qu'on a beaucoup de fibres, et puis il va être contrebalancé par d'autres zones qui apportent moins de raideur. D'accord ? Est-ce que pour autant, il est intéressant de rechercher des composites qui ont des fractions volumiques très élevées? Qu'est-ce que ça va nous apporter et qu'est-ce que ça va nous enlever en termes de performance? Est-ce qu'il est intéressant de rechercher des composites à très haute fraction volumique de fibres? Alors, c'est pour ça qu'il y a un compromis à trouver. Qu'est-ce qu'on va, si on a des fractions volumiques très élevées, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme type de propriété? De la rigidité. On va aller chercher la rigidité. Plus j'ai de fibres, plus je suis raide. Par contre, je vais perdre sur quoi? Le poids. On va perdre un peu sur la densité, sur la masse du composite, et puis sur quoi d'autre? La flexibilité. Sur la résistance, sur la rupture. Parce que si j'ai des taux de fibres très élevés comme celui-là, j'ai très peu de matrice entre les fibres, ou pas ici, puisque ça se touche, je l'ai juste ici au milieu, ça veut dire que la matrice ne peut plus jouer son rôle. Je vais être tellement, les fibres vont être tellement collées les unes aux autres que je n'ai plus de matrice entre les fibres pour assurer le transfert de charge. Donc un composite qui serait à 90%, il serait très raide, mais en fait, on n'aurait pas de composite puisque la matrice ne permettrait pas de confiner les défauts et donc on aurait presque une mèche seule. Mais ça dépend de pourquoi il est. Pourquoi il est utilisé pour les propriétés thermiques. Oui, mais dans le cas d'un composite, il faut quand même qu'on ait un rôle joué par la matrice. Donc là, en l'occurrence, à 90%, en fait, on n'est plus vraiment dans le contexte d'un composite. La matrice, elle joue plus son rôle. Elle vient à peine tenir les fibres entre elles. Donc il faut vraiment, effectivement, certaines propriétés vont nécessiter qu'on soit à des taux de fibres élevés, mais il faut que la matrice joue un rôle. Autrement, on a une mèche seule. D'accord ? Donc ça, c'est important d'avoir ces éléments effectivement en tête. Alors sur l'image de droite que je n'ai pas présentée encore, on voit une modélisation en quelque sorte de la microstructure d'un matériau composite. Et là, on est sur une microstructure de type fibre de verre dans une matrice époxy. La première chose que l'on voit ici, même si c'est une modélisation, elle est basée sur une image réelle, hein, cette modélisation. On voit que les fibres ont des diamètres qui sont très différents les uns des autres. Vous voyez qu'on a des fibres qui vont être très très grosses et puis d'autres qui sont beaucoup plus petites. Hein, parfois, c'est un facteur 2 de diamètre entre les fibres dans cette microstructure. Alors, si j'imagine ici des fibres de différents diamètres, est-ce qu'à votre avis, je peux augmenter la compaction? Pourquoi? Allez, parce que les petits. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut compléter? D'accord. Non, parce que ça venait pas et c'est pour ça que. Non, je fais exprès de. Donc dans l'idée, c'est vraiment que ces fibres de petit diamètre vont pouvoir s'intercaler dans des zones de plus petite dimension et donc on va pouvoir augmenter ainsi la fraction volumique. Vous connaissez l'histoire du bocal qui est rempli au départ de grosses pierres et la question qui est posée c'est est-ce que le bocal est plein? Oui, non, en fait il n'est pas plein parce qu'on peut effectivement faire
les choses différemment et mettre des pierres plus petites qui vont pouvoir remplir le bocal, et puis ensuite du sable, et puis ensuite de l'eau. Et donc, avec des fibres de différents diamètres, c'est ça qu'on arrive à faire, c'est que les fibres de plus petits diamètres vont pouvoir se placer dans des zones. Maintenant, ce n'est pas ce qu'on va rechercher. C'est-à-dire que là, les variations de diamètre qu'on a sur cette image, elles ne sont pas recherchées. On a simplement un procédé de fabrication des fibres qui fait qu'on a une variabilité des diamètres, et c'est cette variabilité qu'on analyse ici. Oui. Il fallait qu'on ait une répartition de temps, les diamètres de nos fibres pour pouvoir combler le plus de fibres possible. Oui, si on imagine ici que j'ai une fibre de petit diamètre, on pourrait avoir une fibre qui vienne ici. Ouais. Oui, mais l'objectif dans un composite, c'est pas de diminuer le pourcentage de la matrice. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dis que dans la réalité, 1, il n'est pas intéressant nécessairement d'aller chercher des fractions volumiques très élevées, c'est le premier constat, mais que 2, le fait d'avoir des variabilités dans les diamètres va nous laisser plus de latitude sur ces fractions volumiques. Parce qu'en fait, on repousse la limite de cette fraction volumique et avec des variabilités dans les diamètres, on peut atteindre des fractions élevées de l'ordre de 80% sans pour autant que les fibres ne se touchent. Tout simplement, on a des fibres de différents diamètres. Donc et ça, pour le coup, ce n'est pas forcément recherché. C'est fait que les fibres étant ainsi produites vont avoir des différents diamètres. Est-ce que vous savez pourquoi ces fibres de verre ont ces diamètres aussi différents? Oui. Exactement. Donc pourquoi dans le process, quelle est l'étape du process qui fait qu'à un moment donné, on va avoir ces grandes variations de diamètre? Les tirages. Alors, il y a les tirages à un moment donné, mais c'est avant les tirages en fait qu'on a ce phénomène qui commence. L'extrusion, lorsqu'on est dans les petits fibrages, c'est pas forcément. Lorsqu'il y a le fibrage vers liquide, c'est pas très précis. Forcément, le matériau avant d'être isolé, alors, qu'est-ce qui n'est pas précis? C'est du verre liquide pour c'est pas forcément homogène à l'intérieur et en même temps sorti la manière dont ils sont sortis du process. Alors le paramètre essentiel, c'est la température, c'est le champ de température qu'on ne parvient pas à rendre parfaitement homogène sur l'ensemble des fibres. Donc vous avez du verre fondu et le champ de température étant hétérogène, la viscosité du verre n'est pas la même d'un point à l'autre de votre process. Donc quand vous allez étirer, vous allez avoir des fibres qui ont vu une température plus élevée, qui vont avoir une viscosité plus faible et donc qui vont s'étirer plus facilement, qui vont être avec des diamètres plus petits, et d'autres fibres qui vont être dans des zones où la température était un peu plus faible, où la viscosité va être plus grande, et donc vont avoir des diamètres plus grands. Ensuite, l'étirage lui-même fait qu'on ne peut pas forcément avoir un étirage complètement homogène sur l'ensemble des fibres. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'on traite des fibres dans de grosses proportions. Quand on a des fibres, des lots de fibres de verre, on ne va pas réaliser 10 fibres de verre par 10 fibres de verre. On a des centaines, voire des milliers de fibres de verre qui sont fabriquées en même temps pour former votre mèche. Eh bien, c'est pour ça qu'on a des difficultés à rendre homogène l'ensemble des fibres de verre. Quand on travaille sur du carbone, vous savez que le carbone, on le fabrique avec des quantités qui est déterminée effectivement de manière assez précise. Comment? Alors, le carbone, vous avez vu le carbone avec Cécile ou pas encore? La fabrication du carbone. Voilà, sur des précurseurs qui peuvent être du polyacrylonitrile ou du brai, du carbone pitch. Donc, on a des précurseurs, des fibres en fait qui sont fabriquées, des fibres polymères qu'on va oxyder, qu'on va ensuite chauffer pour les carboniser, et on peut encore monter la température pour obtenir une graphitisation. Et donc, ces fibres en fait polymères, on va les fabriquer par l'eau où on va maîtriser la quantité. Donc, sur des fibres de carbone, on va avoir des lots, par exemple, de 3000 filaments. Donc, vous ne traitez que 3000 fibres à la fois. Et donc, vous êtes capable d'avoir une bonne homogénéité dans votre lot de 3000 fibres. Ce qui n'est pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Oui? Excusez-moi,
91-27 ou pas? J'entends pas la question. Pour le triangle. Oui. C'est 91-27? Non, c'est vraiment 90, quelque chose. Pour faire le calcul cette nuit, 90,7. En fait, j'avais trouvé 90-27 tout à l'heure, mais après, je sais pas, il sera 90-27, oui. Bah, c'est possible alors. C'est possible. Merci, monsieur. C'est bon? Il y a des points sur ce calcul qui posent encore problème. Non, non, c'est bon, monsieur. D'accord. Oui? En fait, est-ce que ça va être intéressant d'avoir ces éléments différents pour faire des... Alors, ça peut être intéressant pour certaines applications, mais généralement, quand on a des grosses variations de diamètre, on va avoir aussi des comportements différents dans le matériau, c'est-à-dire que les fibres de petit diamètre vont avoir des résistances plus élevées que celles de plus gros diamètre. Donc, on a une distribution en fait différente de défauts. Là où ça peut être intéressant, c'est quand on travaille sur des composites hybrides, on va mélanger deux natures de fibres différentes. Et d'avoir des fibres de différents diamètres peut aussi nous permettre de mieux homogénéiser en fait les transferts de charge qui vont s'opérer entre ces deux natures de fibres différentes. Quand on fait de l'hybride à des échelles, à l'échelle des constituants. On n'aurait pas le même nom d'interface. Si je comprends. Oui. Ben, on a plusieurs types d'interfaces, mais derrière, ça ne change rien sur la manière dont tout ça va se comporter. On a juste à avoir. Il faut que l'enzymage qu'on va mettre sur les fibres soit différent pour être compatible d'une part avec la nature de la fibre qu'on utilise. Donc, si j'imagine faire un composite hybride avec des fibres de verre et des fibres d'aramide dans une matrice époxy, il faut que l'enzymage sur mon verre soit compatible à la fois avec le verre et avec l'époxy, et que l'enzymage sur ma fibre d'aramide permette de compatibiliser la surface de l'aramide vis-à-vis de l'époxy. Donc, j'ai deux enzymages de traitement différents. Donc, je peux avoir des zones différentes d'interface, effectivement, en fonction de cet enzymage. Mais à la fin, chacun va vivre sa vie et les transferts de charge vont continuer à se faire d'une fibre à l'autre. Mais les questions de composite hybride, c'est des questions complexes qui sont traitées aujourd'hui. On fabrique déjà des composites hybrides, mais scientifiquement parlant, il y a encore de nombreuses questions qu'on se pose à ce niveau-là. Monsieur, c'est 0,906. Peut-être, je ne sais plus. Peut-être. Je vous donne la réponse demain. D'accord ? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est environ 90%. Par contre, effectivement, on ne peut pas rester avec autant de chiffres différents, autant de propositions différentes. Donc, il va falloir trancher la réponse d'ici demain. D'accord ? Ok. Alors, des questions sur ces microstructures? Oui? Dans notre réel, on n'aura jamais un aussi gros pourcentage. S'il est au-dessus de 50%, déjà, c'est que c'est même plus intéressant. C'est quoi si on est au-dessus de 50% de renfort? Sur un composite, notre renfort, on ne va pas mettre 50%. On va pas mettre 50%. Oui. C'est possible. Bien sûr. Bien sûr. J'avais vu dans ma tête qu'on mettait genre 20 et 30%. Non. Oui, en général. 20 et 30% de renfort, c'est parmi les composites les moins renforcés qu'on puisse trouver pour faire des applications semi-structurelles. Ça veut dire dans un composite, la partie que j'aurais plus, c'est bien moins un renfort. Bien sûr. On n'appelle pas ça matrice, on appelle. Enfin, le composite, c'est le composite.
encore une fois, dans un composite, vous avez deux acteurs principaux. Ils ont un rôle d'importance équivalente. Voilà. Mais derrière, si on va vraiment très haut dans le pourcentage et qu'on atteint les 80-90% qu'on a évoqués, à ce moment-là, on perd les propriétés du composite puisqu'on n'a plus de matrice, très peu de matrice, donc on perd les propriétés du composite. Par contre, entre 20% et 70%, il y a tout un monde et les composites aujourd'hui, parmi les plus performants, sont des composites autour de 60-70% de renfort et qui, localement, vont pouvoir avoir des zones qui s'approchent de 80%, voire 90% dans certains cas. Moi, vraiment, j'avais cru que dans un cas où le renfort était en infériorité de la surface par rapport à. Alors, on a des composites qui vont avoir peu de renfort, ça s'appelle, dans ce cas-là, on est sur des composites dilués en quelque sorte. On va avoir des pourcentages à ce moment-là qui vont être très faibles, mais on n'est pas sur les mêmes mécanismes. Donc là, je pense notamment à tout ce qu'on va avoir en termes de nanocharge. On n'est pas sur les mêmes échelles, mais souvent sur des composites qui sont nano-renforcés, on peut se contenter d'avoir très peu de pourcentage de nanocharge. Quelques pourcents parfois suffisent pour changer les propriétés. Mais on ne va pas aller chercher nécessairement les propriétés mécaniques à ce moment-là, et on va aller chercher d'autres choses. Donc là, je pense à la conductivité thermique ou la conductivité électrique, et avec quelques pourcents de nanocharge, on va avoir déjà des différences qui vont apparaître, mais pas de la mécanique. Donc, on a vu la première partie qui était élaborée, donc on a fait des rappels sur les constituants. Je vous renvoie à vos séances liées à la matrice, avec Véronique liées aux fibres, avec Cécile quant à la nature et tous les aspects derrière de transformation de ces constituants. Nous, on a surtout regardé comment ces constituants allaient être utilisés dans le cadre de ces matériaux. Et derrière, on a une échelle supplémentaire qui est l'organisation de ces constituants. Alors, on a commencé à en parler dans les images précédentes, où on avait des matériaux composites là unidirectionnels, toutes les fibres étaient dans la même direction. Mais ce qui va nous intéresser ici, dans ce contexte de l'arrangement, c'est les tissus. Et les tissus vont être largement utilisés dans les composites. Et là, je vous montre, dans le cadre des tissus, soit musculaires, ici, soit conjonctifs, le fait qu'on a des organisations, des directions de fibres qui répondent à un besoin précis. Si le cœur est ainsi formé, c'est parce qu'il a besoin d'avoir des mécanismes dans des directions privilégiées, et donc les fibres ne sont pas placées n'importe comment. Bien, dans le cadre de la fabrication des composites, on va également s'intéresser à la manière dont les fibres vont s'organiser sur le procédé. Là, il y a deux situations. Soit on maîtrise parfaitement les étapes du procédé qu'on verra demain, et on va pouvoir empiler les fibres d'une certaine façon pour former le composite avec des orientations qu'on va choisir. Soit on est dépendant du procédé, c'est le procédé en quelque sorte qui va induire une orientation sur notre renfort. Je pense que vous avez vu ça doit être avec Cécile, que vous avez vu des tissus. Est-ce que c'est le cas? Donc, on va revoir ensemble certaines natures de tissus. On va surtout voir comment est-ce qu'on va exploiter ces tissus par rapport à des structures. Donc, il y a des choses qui vont vous rappeler ce que vous avez vu avec Cécile, et on va nous en parler d'un point de vue transformation pour aller vers la structure. Avec ceci, vous avez dû voir la structure toile ou la structure taffetas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? À quoi ça correspond? Oui, mais alors quel type d'enchevêtrement? Donc là, voilà, une toile ou un taffetas, de deux natures différentes. C'est le schéma le plus simple qu'on puisse imaginer. On passe une fois au-dessus, une fois en dessous, et on a cette organisation. Donc la toile est quelque chose d'assez simple. La toile, malgré tout, va avoir des caractéristiques équivalentes dans le cas de cette toile-là que j'ai dessinée. Elle a des caractéristiques équivalentes dans deux directions de l'espace. Donc j'ai une caractéristique ici dans cette direction et là où vous allez avoir les mêmes performances.
à partir du moment où vous utilisez des mèches qui ont les mêmes caractéristiques, bien sûr. Si vous utilisez des mèches qui ont des caractéristiques différentes, soit la quantité de fibres qui n'est pas la même, soit la nature de la fibre qui n'est pas la même, vous allez avoir donc des performances différentes. Malgré tout, ce n'est pas le tissu le plus performant qu'on puisse imaginer. Vous avez vu deux autres natures de tissus. Vous avez vu le serger et le satin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces autres organisations? Alors, voilà, le serger, il y a une diagonale qui apparaît. Donc, vous avez des pantalons sur lesquels vous pouvez vous pencher et regarder que vous voyez apparaître cette diagonale. Vous la voyez? Non? Si vous avez des jeans, regardez bien. C'est très visible. Voilà, à partir du moment où vous voyez cette diagonale, donc sur vos pantalons, en regardant, vous allez voir ces diagonales, on est sur du serger, effectivement. Et vous m'avez parlé du satin, qui se présente comment le satin? Alors le satin. Donc l'armure satin. L'armure satin est un petit peu particulière. Donc le satin, quand on parle de satin, ça vous fait penser à quoi? Ça va à la place, soie et la soie, brillant. le brillant. On peut avoir du satin de polyester, mais on peut aussi... Donc il faut bien imaginer que le satin, c'est une armure. Donc vous avez vu ce terme armure. Hein? Voilà. C'est la manière d'entrecroiser, de tisser les fils et les mèches. Donc c'est une armure. Et derrière, on peut avoir une armure faite avec différentes natures de fibres. Donc on peut avoir un satin de soie, artificiel ou naturel, qui va donner effectivement des tissus qui vont être recherchés pour faire des robes qui vont avoir un côté brillant, effectivement. On peut aussi avoir des satins de verre ou des satins de carbone ou des satins de coton. Peu importe, on peut utiliser l'armure avec d'autres natures de fibres. Ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas le satin de soie, c'est bien le satin de verre, de carbone ou de ces autres fibres. Et on va essayer de comprendre en quoi ce satin va nous intéresser pour fabriquer des structures en composite. Donc vous avez ici deux satins qui sont tracés. Pour fabriquer un satin, qu'est-ce qu'il faut faire? Le principe est assez simple. Si vous regardez l'image de gauche sur l'écran, est-ce que vous voyez un motif qui se répète? En fait, si vous regardez l'image de gauche, vous avez quatre motifs ici qui sont répétés. Deux en haut, deux en bas. D'accord? 4 motifs. Et bien, si vous prenez un motif ici qui fait 1, 2, 3, 4, 4 par 4, ici, 4 par 4, et que vous regardez comment sont disposées les ondulations, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas passer au-dessus ou en dessous plus d'une fois par ligne et par colonne. Le principe pour dessiner un satin, c'est que vous prenez un quadrillage, des cases, et vous allez noircir certaines cases pour indiquer que votre mèche passe au-dessus, par exemple, comme ici. Et bien, vous ne pourrez pas noircir plus d'une case par ligne et par colonne. Et bien, je ne vous fais pas faire l'exercice. Vous pourrez vous amuser à le faire si ça vous intéresse. Mais sur des dimensions qui sont de 8 par 8, par exemple, eh ben, ce n'est pas du tout évident à faire, parce que la condition, c'est pas plus d'une fois par ligne et par colonne. Alors, il y a des petits malins qui vont me dire, bah, c'est facile, je les mets sur la diagonale. Bah oui, ça marche bien, sauf que ça n'a pas toutes les caractéristiques du satin, parce qu'en plus de faire une ligne, une colonne, il faut que ça soit réparti de manière homogène sur la surface. Bah, vous allez voir que ce n'est pas facile. Il y a quelques années, ou certaines années, je le fais faire, quand on a un peu de temps, et on s'aperçoit que déjà, vous avez tous des réponses différentes, et qu'ensuite, certaines réponses, vous allez vous apercevoir que les carrés noirs sont tous dans une zone, ils ne sont pas bien répartis, ou sont bien répartis, mais
vous n'avez pas respecté la condition. Enfin, donc du coup, c'est pas évident à faire. Le principe ici, c'est le même sur ce schéma-là, sauf que là, c'est 8 par 8. Pourquoi est-ce qu'on fait ces satins? À quoi ça va nous servir? C'est pas tant pour la brillance qu'on a sur la robe. Ici, dans le cas d'une structure en composite, c'est pas ça. L'intérêt d'avoir ce type de tissu, c'est que vous voyez que vous avez des grandes zones où les mèches n'ondulent pas. Ben, ces grandes zones où les mèches n'ondulent pas vont pouvoir travailler directement en traction. C'est-à-dire que quand je suis sur le taffetas, ici, quand je tire sur mon tissu, ben, vu que les mèches ondulent, quand je tire dessus, en fait, j'ai un effet ressort. Les mèches vont avoir tendance à vouloir commencer par s'aligner. Alors, elles ne peuvent pas s'aligner complètement parce qu'elles ondulent, mais elles vont commencer par vouloir le faire. Alors, sur le satin, le premier avantage, c'est que quand je tire sur mon tissu, j'ai des performances qui sont meilleures que sur le taffetas parce que j'ai des mèches qui sont très bien alignées dès le départ. Le deuxième avantage, c'est le cisaillement possible pour justement permettre de faire des coins de valise. Alors, plus que le coin de valise, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un exemple que je reprendrai un peu plus tard sur les procédés. Je vais prendre l'exemple d'un ballon et vous souhaitez offrir un ballon. Pour offrir un ballon, vous avez différentes options. Vous avez l'option du ruban que vous allez mettre autour, et ça, on le verra plus tard. Et vous avez l'option du papier cadeau. Comment est-ce que vous faites pour mettre un papier cadeau autour d'un ballon? Vous allez essayer de l'entourer, et vous allez vous apercevoir que quand vous allez remonter votre papier cadeau, vous allez avoir des plis partout. Vous êtes d'accord? Plein de plis. Le satin, ici, va avoir la capacité de pouvoir se cisailler, ce que vous n'avez pas avec le papier. Quand on prend une feuille de papier, on n'a absolument pas la possibilité de la cisailler, cette feuille. Alors que le satin, n'ayant que quelques points de contact entre le sens chaîne et le sens traîne, vous allez pouvoir le cisailler facilement. Et avec un tissu satin, vous allez voir que vous allez pouvoir emballer votre ballon beaucoup plus facilement. Alors bien sûr, quand vous allez arriver en haut, vous allez avoir un problème, mais vous allez avoir beaucoup moins de plis que dans le cas d'un papier. Ben ça, c'est une caractéristique importante de l'utilisation des satins, parce qu'on va pouvoir facilement habiller des zones complexes sur des structures en composite. Le taffetas ou la toile que je vous ai présenté juste avant, elle se comporte comme un papier. Donc, vous allez avoir du mal à pouvoir habiller des zones complexes. D'accord? Oui? Bien sûr. On va avoir plusieurs tissus en fonction de ce qu'on veut faire et des zones que l'on veut travailler. Donc, si on veut avoir des zones complexes et ne pas avoir de plis, on va utiliser du satin. Par contre, si on veut avoir des zones qui vont travailler à la fois en traction et en cisaillement, je ne vais surtout pas prendre du satin, parce que le satin en traction, il va être très bon, mais en cisaillement, il est hyper mauvais. Donc, à ce moment-là, je vais plutôt mettre de la toile. Et donc, en fonction de la sollicitation que je vais avoir, je vais d'une part choisir la nature du tissu et d'autre part les orientations de mon tissu et le nombre de couches de tissu que je souhaite mettre. D'accord? Alors, la troisième armure que vous avez vue et que vous m'avez citée, c'est le sergé. Le sergé, vous m'avez dit qu'il y a des diagonales et vous avez pu les constater par vous-même, les observer par vous-même sur vos pantalons. À quoi va servir ce sergé, à votre avis? Dans quel contexte on va l'utiliser? Non. Non, c'est pas une question tellement de mécanique. Non. Alors, je ne peux pas vous dire que ce que vous me dites, c'est faux. C'est vrai. Mécaniquement, il va avoir un certain nombre de caractéristiques telles que vous me décrivez. Mais ce n'est pas pour ces raisons-là qu'on va forcément l'utiliser. C'est pour? Non. Non, pas forcément. Alors, il va lui aussi avoir des capacités de cisaillement plus intéressantes que la toile, c'est certain, mais ce n'est pas pour ces capacités-là qu'on va l'utiliser. On va l'utiliser pour des applications esthétiques.
le sergé est utilisé pour faire en carbone, notamment du sergé de carbone, on va l'utiliser pour faire du carbone double. C'est ce qui a été dit? Oui, mais je ne sais pas félicité. Il a pas osé. Mais à voix haute, ça a été dit, parce que j'ai rien entendu. Non, il l'a pas fait avant, mais je. Donc c'est exactement pour ça. Et donc, si on utilise du carbone sergé, on va dire qu'on fait des opérations de carbone look. Et effectivement, vous avez bien des pièces faites à partir de fils de carbone où vous avez ce rendu visuel qui est rendu visible en fait sur la pièce en utilisant des sergés. Alors, ce sergé, il va être utilisé pour être rendu visible et on va parfois tricher un peu. C'est-à-dire que j'ai plusieurs exemples à vous raconter à ce propos de carbone look. Donc, je vais commencer par un premier exemple sur ce sont des exemples dans l'automobile. Hein. Sur un plancher de voiture. Donc, le plancher de la voiture, ce n'est pas le châssis de la voiture. Vous avez votre châssis et vous avez un plancher qui vous permet de pouvoir poser vos pieds. Et souvent, sur le plancher, il y a de la moquette. Pour avoir un véhicule qui soit un peu plus haut de gamme, eh bien, on va éviter de mettre la moquette partout ou d'avoir des zones en plastique dans certains endroits, et en particulier sur le tunnel. Donc, la partie tunnel, hein, c'est la partie sur laquelle vous avez votre boîte de vitesse. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre une couche de tissu sergé. Donc, vous imaginez un plancher fait en composite, il va être fait en toile de verre. Donc, vous imaginez de la toile de verre pour avoir la forme générale du plancher. Et sur les parties visibles, qui vont rester visibles, donc en l'occurrence le tunnel, vous déposez simplement une seule couche de carbone. Le procédé donc permet d'imprégner les renforts et ensuite vous vernissez cette partie qui comporte le carbone. Et vous mettez de la moquette qui vient cacher le verre. Ben, vous avez un plancher qui est très léger, effectivement, qui est en fait en composite, qui est rigide suffisamment par rapport à l'application visée, donc ça fonctionne très bien. Et en même temps, simplement le visuel, quand vous montez à bord du véhicule, vous voyez ce tunnel en sergé verni, vous avez l'impression que vous avez une voiture qui est faite en carbone, ou qui a en tout cas de grandes quantités de carbone. En fait, il y a juste une couche de tissu juste sur cette zone-là, et si on gratte un peu en dessous, il y a de la fibre de verre. D'accord? C'est vraiment du côté esthétisme, et derrière, c'est effectivement l'automobile visant à réduire les coûts, on ne va pas mettre 5 épaisseurs de carbone, hein. On n'en met qu'une, mais bien alignée, et on a les performances. Donc ça, c'est très intéressant pour ces aspects-là. Le deuxième exemple que je vais vous citer, c'est un exemple sur lequel le premier aussi, hein, j'ai participé. C'est un exemple donc, que j'ai vécu. C'est il y a quelques années. C'était sur le développement de Renault Sport de la Mégane RS, où il y avait une option sur cette Mégane qui était le capot carbone. Donc, vous imaginez la Mégane RS de chez Renault Sport, où tout est optimisé en termes de masse, en termes de performance, et donc était proposé en option le remplacement du capot acier par un capot en carbone. Évidemment, le côté esthétique était visé, donc la première chose, ça a été comment est-ce qu'on peut fabriquer un capot en ayant un aspect visuel qui soit chouette. Et bien, le tissu qui a été choisi, c'est du sergé. Et donc, le capot, donc je vais vous expliquer comment il a été fabriqué et obtenu, mais vous imaginez le rendu final avec un capot qui a la même forme extérieure, bien sûr, que le capot acier, mais avec un tissu sergé verni, donc qui vient se mettre à la place du capot acier. Donc ça, c'est un effet visuel qui, voilà, ça a atteint un certain public parce que c'était assez chouette au niveau visuel. Oui. On gagne en poids avec ça ou pas? On gagne énormément en poids, énormément. Du coup, on va plus vite. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que, comment? C'était juste du carbone avec de l'époxy. Mais voilà, on avait l'impression que c'était vraiment, le rendu était vraiment très chouette. Derrière, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce capot carbone? Donc il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect visuel déjà. Donc il ne s'agissait pas de prendre un tissu
de le déposer n'importe comment, de fermer le moule, d'injecter la résine et de récupérer un tissu, enfin un capot avec le tissu de travers à l'intérieur. Ça, c'était pas jouable. Donc déjà, le tissu qui était utilisé, je l'ai vu après, c'est un tissu qui est fabriqué, donc un sergé qui est fabriqué. Et je suis allé visiter Chomara. Chomara se trouve en Ardèche. C'est une entreprise qui fabrique des tissus pour les composites qui est connue dans le monde entier. Donc j'ai vu la fabrication de ces tissus sergés. Ce qui m'a énormément étonné, c'est le process qualité qui est associé à la production de ces tissus. Donc le tissu est fabriqué sur un métier à tisser, et donc il est enroulé effectivement sur un rouleau. Et ensuite, chacun des tissus est déroulé entièrement. Vous imaginez un énorme tableau lumineux, le tissu est placé en haut, il est dévidé entièrement avec un technicien devant qui regarde visuellement la qualité du tissu et qui a une sorte de petite aiguille. Et dès qu'il voit visuellement qu'il y a deux mèches qui se touchent ou qui ne sont pas bien positionnées, il va corriger à la main la position des mèches. Donc c'est un truc de fou. Et derrière, ils viennent renrouler le tissu et ce tissu va être utilisé pour des applications telles que celles que je viens de vous préciser. Ensuite, dans le moule, comment on vient passer le tissu? Eh bien, il faut avoir des indicateurs précis d'orientation. Donc ça peut se faire avec des lasers qui viennent nous indiquer les directions à respecter pour venir placer le tissu en étant parfaitement aligné avec le capot pour pas qu'on ait l'impression que ça soit de travers. Ensuite, il faut maîtriser la pression d'injection de la résine. Si vous injectez trop fort, la résine elle va pousser le tissu et donc vous allez désorienter en quelque sorte parce que ce tissu se déformant en cisaillement, vous allez désorienter les mèches. Donc il faut arriver à régler tout ça pour à la fois que ça ne désoriente pas et en même temps arriver à produire suffisamment de capots. Alors là, sur une option de Mégane RS, on ne produit pas des milliers et des milliers de capots. La production, je pense qu'elle a atteint peut-être 1000 ou 2000 capots à la fin. Enfin, c'était quand même 1000 ou 2000 capots à produire et donc il fallait faire attention à tout ça. L'autre élément, c'est qu'on va gagner sur la masse, ça a été dit, ça c'était un élément important. Mais au niveau de la conception, il a fallu faire les choses, aller pousser les travaux un petit peu plus loin. Donc, ce capot était formé de deux parties. La partie en surface visible du capot, et puis si je prends juste une plaque de composite, ça ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas suffisamment raide dans la voiture. Donc, il fallait renforcer cette plaque. Pour renforcer cette plaque, on est venu coller à l'arrière de cette plaque une autre partie en composite qui était faite sur le même moule, des raidisseurs en quelque sorte en oméga. Donc c'est des parties en oméga comme ça. Donc vous imaginez une peau composite et on a des raidisseurs comme ça qui sont collés sur le capot et qui viennent donner une forme, qui viennent augmenter l'inertie en quelque sorte du capot en dessous. Et donc, si on fait ça, on n'alourdit pas beaucoup le capot parce qu'on est sur le même type de matériau, donc on est sur quelque chose de très peu dense, et puis on a un capot qui est très performant. Si maintenant je prends ce même capot, que je monte sur la voiture et que je souhaite passer les tests, et en particulier les crash tests, je ne passe pas les tests. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas les tests? Parce que le capot conçu de cette façon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traverser l'habitacle en cas de crash test. Voilà, il est très résistant et donc pour un capot traverser un habitacle, c'est pas autorisé. Non, c'est pas autorisé. Et donc il faut faire des modifications de conception pour que ça soit rendu effectivement beaucoup plus. Faut que la sécurité soit assurée pour les occupants. Donc comment faire sur un capot pour le rendre beaucoup plus sûr? En quelque sorte, on veut que le capot casse en cas de crash. Et qu'est-ce qu'il a été fait? Des trous. Non, on n'a rien mis dans la matrice, on a fait des trous dans la partie doublure. Dans cette partie inférieure, il y a de temps en temps des trous qui ont été faits. Ils ont été dimensionnés, calculés, de telle façon qu'en cas de choc, le capot se casse en quelque sorte, se met en accordéon dans un premier temps et se casse, simplement en ayant fait des trous. Donc ça, c'était assez génial parce qu'au final, vous avez un capot carbone qui est déjà très léger par rapport au capot acier, et en même temps, vous refaites des trous dedans pour lui permettre de se casser en cas de choc. Donc, en fait, on avait tous les éléments. Les éléments qui n'étaient pas forcément des objectifs à atteindre et qui pourraient l'être, c'est toutes les notions de vibration
et toute l'isolation acoustique. Avec un capot carbone, vous n'avez pas vraiment d'isolation acoustique tel qu'on pourrait l'imaginer avec d'autres types de matériaux. Mais sur la Mégane RS, ce n'était pas ce qui était recherché. On ne souhaitait pas avoir, enfin c'est pas nous, hein, c'était Renault, mais ils ne souhaitaient pas forcément avoir ces fonctions-là en plus. Et donc, le Sergé a véritablement été utilisé dans ce contexte avec toutes les conditions que je viens d'évoquer de qualité et de précision pour atteindre ce côté esthétique. D'accord ? Très bien. Alors, en plus de ces tissus, sergé, toile, satin, il y a, alors pas une armure, mais il y a une structure textile qui est très utilisée dans les composites. C'est l'unidirectionnel ou le bibier. À quoi ça correspond? Je ne suis pas sûr que vous ayez vu ça avec Cécile. Et pas le bibier. Donc l'unidirectionnel, il est sur la partie en bas à droite de l'écran. Et comment est-ce qu'on fait un unidirectionnel? On prend des mèches et on va venir coudre ces mèches entre elles. On a un fil de couture pour que ces mèches soient maintenues. Donc on est là sur de la forme sèche de tissu, enfin de structure textile. Et ensuite, on va les imprégner. Donc on n'a pas de tenue mécanique, ou très peu de tenue mécanique dans ce sens-là. Donc ces unidirectionnels, quel est leur avantage par rapport à des structures textiles que vous avez vues avant? Alors léger, mais pas plus que d'autres. Non. Eh ben, ça va très bien tenir dans le sens des fibres. C'est-à-dire que là, on n'a aucune ondulation. Donc on profite pleinement des caractéristiques de la fibre, directement. Donc l'unidirectionnel, c'est le haut de gamme, c'est ce qu'on met dès qu'on a besoin d'avoir des performances très grandes. On met de l'unidirectionnel. Cet unidirectionnel, on va pouvoir choisir ses orientations et donc décider de mettre des angles entre les différentes couches. On a ce petit fil de couture. Alors, on imagine qu'on ait, je ne sais pas, 4 ou 5 couches d'unidirectionnel à mettre. On peut très bien décider de les mettre à la main, avec des angles différents, mais on peut aussi fabriquer en quelque sorte des structures textiles qui vont déjà comporter un nombre de couches prédéfinies qui sont cousues entre elles. C'est ce qu'on a sur les bibiers ou sur les multi-axiaux. Ces structures textiles-là sont des empilements d'unidirectionnels qui sont cousus entre eux. Grâce à ça, en fait, quand on vient fabriquer un composite, on n'a pas à empiler les couches une par une, mais on vient prendre une structure textile qui est déjà formée de plusieurs couches, avec les bonnes orientations qui sont adoptées lors du procédé, donc on est sur des orientations, et on vient les coudre entre elles, et on vient utiliser ce tissu beaucoup plus facilement que le reste. Alors là, on a tout type de solutions possibles. On a bien sûr donc, ce qu'on appelle des bibiers où on a 2 directions en fait choisies, mais on peut aussi avoir des multi-axiaux où on a des orientations qui peuvent être à 30 degrés, 45, 60. Enfin, on choisit les orientations dont on a besoin pour former ces structures textiles intermédiaires qui vont ensuite nous permettre de faciliter le travail dans le moule et d'aller plus vite sur la fabrication de nos composants. Donc tout dépend derrière. Évidemment, ça a un coût de transformer et d'utiliser ces multi-axiaux. Donc tout dépend derrière. Qu'est-ce qu'on veut en termes de quantité de pièces, en termes de qualité, en termes de... Voilà. Si on travaille sur quelques pièces uniquement, on ne va peut-être pas lancer une production de structures multi-axiales. Ça va nous coûter cher pour quelques pièces. Par contre, si on a des grosses productions, on va gagner beaucoup de temps en ayant directement des rouleaux, des multi-axiaux qui sont prévus. D'accord ? Voilà. Et puis, on a terminé là pour les structures textiles. Donc, on verra, demain, on reprendra sur les stratifiés. Donc, l'empilement, en fait, de ces structures textiles, on en avait un petit peu parlé la dernière fois. Et puis, on poursuivra davantage sur les procédés de transformation. Voilà, je vous laisse refaire le calcul pour demain. On se met d'accord sur les valeurs. 0,90. D'accord. Mokhtar, est-ce que c'est bon? D'accord, impeccable. Ben, à demain alors.